Paris, le 28 mai 1958. 300 000 personnes défilent de la République à la Nation pour défendre la République qu'ils jugent en danger. Ce danger a un nom et un visage bien connus, celui du général de Gaulle, rappelé au pouvoir le matin même et qui veut mettre fin aux institutions de la 4e République qu'il a toujours détestées. Les manifestants sont également ulcérés par les conditions de ce retour au pouvoir de l'homme du 18 juin, à la faveur d'une crise où la République a été prise en otage par des généraux à Alger. En 1958, la gauche est profondément désunie. Et si la manifestation de Paris reste pacifique, au même moment à Bordeaux et dans plusieurs villes de province, les communistes et les gaullistes se castagnent. Voici l'histoire de ceux qui ont refusé dès le début les institutions dans lesquelles nous vivons depuis 60 ans. « 15 jours avant la manifestation de Paris, la 4e République, qui ne se portait déjà pas très bien, est entrée en agonie à Alger. 4 années d'une guerre coloniale sans merci ont donné à l'armée une place prépondérante dans la conduite des affaires. Tous les partisans de l'Algérie française, à commencer par les colons, mettent en elle tous leurs espoirs. D'autant qu'à Paris, les gouvernements qui se succèdent sont indécis et velléitaires et se bornent à couvrir ou à suivre les initiatives de l'armée sur le terrain. Au mois de mai 1958, après 4 semaines de crise qui ont laissé le pays sans gouvernement, la rumeur court que le président du Conseil pressenti aurait pour nom Pierre Flimelin, démocrate chrétien sans aspérité, mais qui a osé évoquer la possibilité de pourparlers avec la rébellion algérienne. Cette éventualité fait tourner le sang des généraux d'Alger. Ce 13 mai 1958, il laisse délibérément la foule des Algérois en colère prendre d'assaut le bâtiment du gouvernement général. Le général Salan, la plus haute autorité militaire d'Algérie, et le général Massu, vainqueur l'année précédente de la sanglante bataille d'Alger, crée un comité de salut public. D'abord, on n'y a pas cru. Le 13 mai 58, j'étais sous le drapeau. Comme on dit, en vérité, j'étais à l'école d'officiers, l'école d'officiers de l'armée de l'air à Caen. On a été immédiatement consigné sur la base, ça veut dire qu'on n'avait plus le droit de sortir. Dans la fin de l'après-midi, on nous a saisi toutes les radios, mais on avait des informations parce qu'on se débrouillait et puis on écoutait la radio avec des radios planquées. Les généraux affirment leur détermination en adressant un télégramme au président de la République, René Coty. Ils exigent la création d'un gouvernement de salut public qui maintiendra le drapeau français en Algérie. À Paris, les députés réagissent en faisant bloc autour de Pierre Flimelin, investi à une énorme majorité. Donc le 13 mai au soir, on se retrouve avec 2 pouvoirs de part et d'autre de la Méditerranée. Un pouvoir légal à Paris et un pouvoir de facto, de fait, à Alger. Et la situation est objectivement grave. Alors là, tout d'un coup, on s'est dit que c'était extrêmement grave, que c'était un putsch. La République était en danger, mais on était bloqués. Alors, vous savez, on avait 22, 23, 24 ans. On était tous pour la fin de la guerre d'Algérie. On était tous convaincus que l'Algérie serait indépendante. Donc ce putsch me paraissait une espèce de monstruosité historique, mais extrêmement dangereuse, surtout que c'était les mêmes unités qui étaient réputées avoir pratiqué la torture, le massacre, les terreurs, les villages brûlés, etc., les mêmes parachutistes qui faisaient le putsch à Alger. Donc on pensait qu'il y avait un risque très rapide de débarquement en France. Dès le surlendemain, un pas décisif est franchi. Le général Salan fait acclamer par la foule le nom du général de Gaulle
qui vit retiré de toute vie officielle, bien loin d'Alger et de Paris. Où était De Gaulle? D'abord, De Gaulle, il est à Colombey-les-Deux-Églises. Officiellement, le général de Gaulle est détaché en quelque sorte de la vie politique et d'ailleurs il est en train de rédiger ses mémoires de guerre. Donc c'est un retraité de la politique et même un retraité de l'histoire. En réponse aux appels d'Alger qui montent vers lui, le général de Gaulle répond le jour même par un communiqué dans lequel il indique qu'en cette heure de crise, il est disposé à assumer les pouvoirs de la République. Le général ne condamne pas les militaires d'Alger, que la majorité des parlementaires considèrent comme des factieux purs et simples. À l'Assemblée, les trois grands partis qui gouvernent ensemble la 4e République depuis 12 ans se dressent unis contre De Gaulle. Je sais que de grands changements sont nécessaires. Les démocrates chrétiens du MRP soutiennent naturellement leur leader Pierre Pflimlin, qui est à Matignon depuis 3 jours. Le parti radical, indispensable charnière de toutes les coalitions, a également des hommes à lui dans le gouvernement Pflimlin. Les socialistes SFIO derrière Guy Mollet forment la 3e aile de cette majorité, déterminée à s'opposer au retour de Gaulle dans le fourgon des généraux d'Alger. Guy Mollet, le grand patron des socialistes, consent néanmoins à demander publiquement au général s'il serait prêt à se présenter devant l'Assemblée nationale avec un programme et à se retirer s'il n'obtenait pas la confiance. Cette modération dans la condamnation heurte les communistes qui sont d'emblée les plus virulents opposants au général. Le Parti communiste est à cette époque le premier parti de France. Il est totalement rejeté par les autres forces politiques, y compris par la gauche socialiste. Mais son influence dans le monde intellectuel ou syndical est énorme. Quoi qu'il en soit, le nom du général est maintenant au centre des débats. 4 jours après son communiqué, l'intéressé sort de sa tanière et se rend à Paris pour une conférence très attendue. Mesdames, Messieurs, il y aura tantôt 3 années que j'ai eu le plaisir de vous voir. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous en souvenez, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au développement probable des événements. Et aussi quant à ma résolution de garder le silence jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays. C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Dès le milieu du mois de mai, le général de Gaulle apparaît comme un recours, avec d'ailleurs un problème de fond qui continue à hanter la mémoire de notre histoire proche, en quelque sorte, c'est de savoir si ce processus, dont il devient très vite non seulement l'acteur principal, mais même le bénéficiaire potentiel, est un processus qui a été créé, sinon par lui, en tout cas par les gaullistes, ou est-ce qu'il entend, excusez l'expression triviale, tirer les marrons du feu d'une situation qui d'un seul coup s'est aggravée et dans laquelle il réapparaît comme un acteur majeur. Le 24 mai, à la stupeur générale, sur un ordre venu d'Alger, les parachutistes basés en Corse s'emparent des 2 préfectures de l'île. La tension est à son comble. Seul De Gaulle paraît capable de faire rentrer les militaires dans les casernes. Des parlementaires parmi les plus endurcis commencent à fléchir. Au bout d'un moment, l'idée, c'est que le général de Gaulle est, je le répète pour les uns un moindre mal, pour les autres, une solution équitable et viable. Sauf que le problème, c'est qu'il est hostile au régime. Et donc, dans les tractations en coulisses, il y a l'idée que, enfin le général de Gaulle le dit et l'obtient, il y a l'idée que la contrepartie de son acceptation de revenir sous cette forme, c'est qu'il aura la possibilité, qui lui sera dévolue par les parlementaires, de changer la Constitution. Guy Mollet fait le voyage de Colombey pour sonder les intentions démocratiques et républicaines du général de Gaulle. Il en revient comblé et converti. Le camp des Républicains se fissure. Pierre Pflimlin n'est plus soutenu. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli.
au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Tous les regards se tournent alors vers le président de la République, René Coty. Au matin du 28 mai, dans un communiqué, il fait savoir que pour former le gouvernement, il a fait appel aux plus illustres des Français. La nouvelle déclenche immédiatement la réaction indignée des républicains qui restent hostiles à De Gaulle. La grande manifestation de protestation aura lieu l'après-midi même de la Nation à la République. Pierre Mendès France et François Mitterrand marchent en tête de cortège. Dès ce moment, chacun à sa manière, ils incarnent l'opposition républicaine à l'avenir gaulliste qui attend le pays. Mendès France appartient au Parti radical, mais il est en rupture de banc. Au sein de la gauche non communiste, il jouit d'un prestige incomparable depuis sa présidence du Conseil en 1954. C'est un homme de principe et de rigueur. François Mitterrand est également un électron libre, sans grand parti derrière lui, très vaguement positionné au centre gauche et flou de l'échiquier politique. Il n'est pas forcément celui que les manifestants de ce jour attendent, mais il prend date. Pourtant, ce grand rassemblement est un baroud d'honneur. Cette manifestation, il y a un débat historique. Les uns disent qu'elle a été complètement ratée en disant qu'il y a eu 200 000, d'autres disent qu'il y en a eu 300 000 ou un peu plus. Disons que dès le 28 mai, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que les défenseurs de la 4e République ne sont pas si nombreux. Parce que même s'ils ont été 300 000, même disons 350 000 pour défendre la République, c'est pas tant que ça. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont les slogans lors de cette manifestation du 28 mai. Car qu'est-ce qu'on entend ? On entend le mot bonapartiste, qui dans la bouche d'un républicain, naturellement, n'est pas spécialement bienveillant, mais on entend aussi fasciste. Parce qu'un des mots du vocabulaire de la gauche, pendant toutes ces années, c'est « le fascisme ne passera pas », qui souvent désignait un certain nombre de gens, soit d'extrême droite, soit partisans de l'Algérie française. Mais là, d'une certaine façon, on désigne ainsi le général de Gaulle. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont dans une opposition, j'allais dire, extrême au général de Gaulle. D'autres le sont tout simplement au nom de leur culture républicaine. Il y a l'idée que, effectivement, ça ne se fait pas, qu'une telle procédure viole non seulement les textes, mais surtout l'esprit d'un régime parlementaire. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté jamais ? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? On n'a peut-être pas mis en avant De Gaulle fasciste, ça c'est certainement pas, parce que l'opinion publique ne l'aurait pas reçu convenablement. Mais sur l'idée que c'était un pouvoir qui pouvait être à la limite dictatorial, oui, on le pensait sérieusement à l'époque. Les parlementaires, ralliés au général, ont obtenu de lui qu'en contrepartie, il respecte à la lettre les usages de cette 4e République qu'il s'apprête à tuer. Le 1er juin, De Gaulle se présente donc devant les députés pour obtenir leur investiture. Un homme seul s'assied, le général de Gaulle. Tout à l'heure, il montera à la tribune pour lire sa déclaration. Il réclame les pleins pouvoirs pour 6 mois et la rédaction d'une constitution qui sera proposée au suffrage des Français au début de l'automne. Mais contrairement aux usages, sa déclaration terminée, le général quitte l'Assemblée sans assister au vote. Ce qui est intéressant, c'est le décompte des voix. Il y a quand même, et là aussi c'est une façon pour nous de voir où se situe le curseur du non, mais à cette date, puisqu'il va encore évoluer, le 1er juin, il y a 224 parlementaires qui ne vont pas voter l'investiture et 329 qui vont la voter. Au cours des discussions qui précèdent le scrutin, Pierre Mendès France et François Mitterrand ont marqué très nettement leur opposition. Le premier déclare que le vote est contraint par l'insurrection et la menace d'un coup de force militaire, et que le consentement de l'Assemblée nationale est vicié. Quant à Mitterrand, il déclare qu'en 1944, les compagnons du général se nommaient Honneur et Patrie, et qu'ils s'appellent aujourd'hui le coup de force et la sédition. Il a été le dernier président du Conseil des ministres de la 4e République, élu dans des conditions politiques anormales,
mais dans des conditions juridiques indiscutables. Bon. Et en plus, l'Assemblée qui lui a donné la confiance craignait les parachutistes plus qu'elle ne craignait De Gaulle. Dans les 24 heures qui suivent le vote, un très large gouvernement d'union nationale se constitue autour du général. Les grands partis de la 4e y sont largement représentés. Guy Mollet, le patron des socialistes, et Pierre Pflimlin, dont l'investiture avait déclenché la fureur des généraux d'Alger, y sont ministres d'État. Sitôt son gouvernement formé, le nouveau président du Conseil quitte Matignon et s'envole pour l'Algérie. Il y reçoit un accueil triomphal tant des civils que des militaires. Tous sont persuadés que De Gaulle gardera l'Algérie à la France, puisqu'il leur doit son retour au pouvoir. Sur la place du Forum, entouré par les militaires qui l'ont appelé, il trouve une formule propre à enthousiasmer la foule, mais qui ménage l'avenir. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, ça entendait à la radio. Ah, je l'ai compris, c'est ambigu comme expression. La menace de la guerre civile étant maintenant écartée, le général met la priorité sur la Constitution que Michel Debré est chargé de rédiger. Michel Debré a 48 ans. Il est sénateur depuis 10 ans. C'est un gaulliste impénitent qui n'a jamais lâché le général, même au temps de la traversée du désert. Et il méprise la 4e République autant que lui. C'est l'aboutissement pour lui de tout son combat politique. Il a, sous la 4e République, refusé, mon père, tout poste ministériel. Il était dans une opposition pensant que le régime des partis était condamné. L'analyse de mon père, d'un certain nombre d'autres compagnons du général de Gaulle, était que si l'on veut restaurer l'autorité en France, si on veut que la France existe, il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à l'État de décider, d'ordonner, de commander. Le problème de la 4e République, c'est qu'elle était mal aimée. C'est en même temps une énigme, car il faut bien voir que cette 4e République, elle était porteuse des espoirs de la libération. Si on essaye d'être équitable et de replacer ça dans le contexte de l'époque, la 4e République a été confrontée aux 2 grandes ondes de choc qui ont parcouru la planète à cette époque. Les 2 grandes ondes de choc de dimension universelle, c'est d'une part la décolonisation et d'autre part la guerre froide. Or, la France est le seul grand pays à ressentir de façon intérieure les 2 ondes de choc en même temps. Pourquoi ? D'une part, sur le plan colonial, elle a le 2e empire colonial du monde. Donc pour elle, la décolonisation, c'est un problème concret avec ce que ça suppose, donc de guerre de décolonisation, de problèmes de rapport avec l'opinion, mais aussi la guerre froide, pour elle, n'est pas simplement un problème de défense nationale ou de diplomatie. Le premier parti en France, qui, à la fin des années 40, fait 28% des suffrages exprimés, c'est le Parti communiste français. Donc pour elle, la guerre froide, comme en Italie par exemple, c'est un problème intérieur. Donc, incontestablement, la 4e République a dû affronter des problèmes historiques cumulés.